Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Quand j'accompagne les entreprises dans leur démarche RSE, les deux questions des émissions de carbone et de formation des collaborateurs sont souvent au cœur des préoccupations. Il ne suffit plus de réduire les déplacements ou d'optimiser la conso d'énergie. Aujourd'hui, l'urgence climatique exige que l'on se forme, que l'on sensibilise et surtout qu'on engage l'ensemble des collaborateurs. Mais pourquoi ? Eh bien parce que les entreprises ont un rôle crucial à jouer dans la transition écologique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Poincaré, directeur d'AXA Climate School, pour nous éclairer sur ces sujets et nous montrer comment les entreprises peuvent passer à l'action dès maintenant. Bonjour Antoine, bienvenue sur Marqueur. Ravi, tu es la recommandation de Laurent Barbezieux, qui est un de mes anciens invités d'Axio, une société spécialiste sur la réalisation des bilans carbone. Donc forcément, on va rester sur la même thématique de transition énergétique, écologique et sensibilisation, puisque c'était le but de l'intro. Je te laisse te présenter peut-être d'abord toi un peu, quel est ton parcours avant de parler de l'entreprise et de ce que vous proposez. Avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Antoine Poincaré. J'ai fait une école de commerce, la même que Laurent en l'occurrence, et j'ai commencé à bosser en 2012. D'abord dans la production audiovisuelle, plutôt à destination des marques, mais avec un ADN de télé, puisque c'était la boîte d'Emmanuel Chin, celui qui présentait Capital il y a très longtemps. Donc j'ai travaillé. J'adorais regarder à l'époque. Tout le monde adorait Capital. C'est un marqueur. Si tu as moins de 35 ans aujourd'hui, souvent tu n'as pas vu Capital. Ouais. Donc c'est un marqueur d'âge assez fort. Ça y est, on sait. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, et puis après j'ai basculé dans le monde des startups. Plutôt sur le sujet de formation en ligne et à la transfo digitale. Donc, comment les boîtes, et en particulier les très grandes boîtes, formaient l'ensemble de leurs collaborateurs sur ce qui était un peu la transformation des années 2010, le gros choc de transformation pour les boîtes, le digital. Et du coup, j'ai rejoint AXA Climate en 2021 pour lancer la Climate School, qui était donc sur la forme au moins un point commun, qui était comment on forme un très grand nombre de collaborateurs à cet autre sujet, et qui présente plein de points communs, mais aussi plein de différences, qui est la transformation durable. Voilà. Et alors justement, j'en parlais dans mon intro, mais pour toi, quels sont les enjeux ou en quoi c'est crucial de former les collaborateurs à grande échelle et peut-être pas juste une petite partie de l'équipe ? Alors, c'est une bonne question. D'abord, pourquoi c'est important de former sur ces sujets-là ? Parce que c'est un sujet compliqué. Et considérablement plus compliqué que la transfo digitale. Moi, à la fin, je m'étais un peu épuisé dans qu'est-ce qu'on a à apprendre aux gens. Alors, on peut leur dire, oui, c'est bien, la donnée, c'est important, oui, ça permet de réinventer des business models. Mais à part si tu étais développeur, si tu veux, il y avait un pas de temps qui était un peu dur sur le vraiment transmettre des choses aux gens. Là, c'est un sujet tellement compliqué, tellement systémique que tu peux aborder par le sujet de la physique, par le sujet des espèces vivantes, par le sujet justement de la systémie, c'est-à-dire comment tout ça se répond et que c'est compliqué à détricoter comme fil. Et puis, quel impact sur les entreprises, quel impact sur les gens, les questions sociales que ça vient croiser, les questions de justice climatique, pays développés, pays en développement. C'est tellement complexe, il y a tellement de scientifiques qui réfléchissent là-dessus que c'est déjà génial de se former. Et tout le monde n'a pas fait une formation ingénieur, tu as fait commerce, moi aussi. Donc, toutes ces notions-là, au final, quand on se penche pas dedans, on ne sait pas trop quoi répondre. Et puis même à l'école, on n'a pas du tout appris ça. Alors maintenant, les lycéens, ils ont des formations, d'une part en cours de physique et d'autre part en cours de bio sur comment marche le vivant et comment marche le système climatique. Mais nous, on ne l'a pas du tout eu. Donc il y a un côté back to school qui est intéressant. Après, la question que tu poses sur faut-il former tout le monde, elle est assez fondamentale. En France, c'est presque devenu une espèce d'idée installée que, oui, bien sûr, il allait falloir former tout le monde. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Jean Jouzel qui a fait un rapport pour dire qu'il faudrait qu'à l'éducation nationale, ça prenne beaucoup plus de place. Quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici, il a toujours beaucoup porté ce sujet de « faut y passer au moins 20 heures, sinon on n'est pas sérieux ». Et donc est arrivée en France cette idée que c'était un tel choc de transformation, qu'il y allait tellement avoir une réinvention des business models qu'effectivement, se former était une bonne idée. Alors après,
les entreprises, elles essayent de faire ce qu'elles peuvent sur la formation de leurs collaborateurs. Je te jure pas que tout le monde dans une grande boîte a passé 20 heures sur le sujet, mais cette idée existe. Climate School, ça a bien marché sur ce sujet-là parce que c'était optimisé pour faire ça. C'est-à-dire, si tu es une grande boîte avec 100 000 collaborateurs, comment tu peux essayer de mettre le pied à l'étrier des 100 000 ? Et puis après, on s'est dit, comme ça marche bien en France, il n'y a pas de raison, on va aller en Allemagne, on va aller en Angleterre, on va aller en Asie. On l'a fait assez vite. Et ça marche dans ces pays-là, ça marche au sens où on a des clients, mais jamais avec l'ampleur de la France. Parce qu'effectivement, il y a un narratif à inventer sur pourquoi faut-il former tout le monde, là où dans beaucoup d'entreprises dans ces pays-là, on nous répond, attends, je vais former quelques équipes à la direction financière sur la régulation, quelques équipes au marketing sur éviter le greenwashing, et puis quelques équipes de sales qui auront les bons éléments de langage sur mon nouveau produit green, grosso modo. Et donc, j'ai pas d'excellente réponse à t'apporter, c'est-à-dire que si on pense que c'est un choc tellement massif que non seulement il impose aujourd'hui du réactif, qui est en gros ce que je viens de décrire, mais aussi du proactif de réinvention de business model, d'économie de l'usage, de sortir d'un monde purement accumulatif, de définir ce que c'est qu'une prospérité qui n'est pas que financière. Alors si tu te dis ça, comme on ne sait pas où on va, former tout le monde, ça a du sens. Et donc c'est très intéressant, mais c'est un biais assez français finalement que de se dire la transformation est telle qu'on va former tout le monde. C'est marrant, j'avais pas forcément cette vision-là de pouvoir se dire en France, ça devient inné ou c'est naturel de dire on a besoin d'embarquer l'ensemble des équipes et donc de les sensibiliser sur la totalité. Et c'est vrai que je suis aussi la première à prôner l'axe RSE ou l'axe transformation, quelle qu'elle soit, de son métier. Non pas en se disant il y a que la R&D ou il y a que les RH sur le volet social ou il y a que les achats dans une démarche responsable. Mais c'est vraiment tous les métiers de l'entreprise qui doivent repenser leur job, leur quotidien en se disant mais comment je peux améliorer, comment je peux réduire mon empreinte carbone, comment je peux challenger le business model, challenger les process en interne et ça, quelle que soit la taille de la boîte au final. Et il n'y a pas que nous, parce que nous, on aurait pu, entre guillemets, avoir des biais dans l'exécution. Quand tu regardes une entreprise comme la Fresque du Climat, enfin une association, comme la Fresque du Climat, c'est à peu près comme nous, c'est-à-dire c'est massif en France et énormément d'entreprises l'ont adapté. Et dans plein d'autres pays, ça fonctionne. C'est vraiment pas de dire il n'y a aucune boîte qui le fait à l'échelle dans ces pays-là. Il y en a, évidemment. Simplement, c'est moins mécanique, c'est moins évident pour elles de se diriger vers ça. Est-ce qu'on est un peu en avance ? Tu vois, souvent on dit la France est un peu en avance au niveau de l'Europe et l'Europe est forcément plus en avance que la Chine ou les US. Et ça, tu le ressens aussi Alors, du coup faut voir sur quoi. Sur cette idée qu'on va basculer dans un monde où on va réinventer les critères de succès économique, grosso modo, et qu'il va falloir jouer sur les business models. Je sais pas si on est en avance, mais en tout cas, on a poussé la réflexion assez loin. Sur ce que c'est que de s'équiper en ENR, on est plutôt en retard. Donc si tu veux, tu vois, c'est quoi une industrie de demain ? Il y a des pays qui sont en train d'essayer de le faire de manière un petit peu plus poussée que nous. Donc moi je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs. D'abord il y a un truc qui est que et donc c'est pour répondre aussi à la France au sein de l'Europe. Cette transition aujourd'hui, elle demande de repenser ce qu'on pourrait appeler la liberté économique, c'est-à-dire en gros la régulation, la réglementation, le rôle des États par rapport à l'économie. Or en France, on est assez à l'aise avec le fait que la force politique impose entre guillemets des choses au monde de l'entreprise. Plus on est dans un modèle ultralibéral, plus c'est compliqué de se poser cette question-là. Et je pense aussi qu'on a un biais qui est que on aime bien se dire qu'on pourrait réinventer des modèles économiques. Il y a un truc... Intellectuellement parlant, c'est ça que je veux dire. Je pense qu'il y a un petit héritage des Lumières, de la Révolution, quelque chose de se dire une fois on a trouvé et si on retrouvait. Je pense qu'il y a quelque chose un peu comme ça. En tout cas, on est à l'aise avec l'idée de se poser cette question-là. À nouveau, moi, quand je vais dans des entreprises allemandes, anglaises, il y a plein de fois où je suis amené par quelques collaborateurs sur ces sujets-là et je vois bien qu'il y a une distance qui est plus large. Je me dis, mais attends, c'est pas notre boulot, ça. C'est peut-être le boulot du gouvernement, c'est peut-être le boulot, mais moi, à un moment, I'm here to do business, quoi. Tu vois, une lecture un peu américaine du sujet, très, très Friedmanienne, finalement, vraiment à la Milton Friedman. La boîte est là pour maximiser son profit. Voilà, je pense que dans l'air du temps... Ça, c'est les années 70, mais on est en train d'y revenir. On est en train de se demander à quoi ça sert une entreprise, et en fait, plus largement, et là, c'est fondamentalement un peu vertigineux, on est en train de se demander à quoi ça sert tout ce qu'on fait. Et cette question-là, dans un monde qui est la fin de l'abondance et un monde sous contrainte, si je prends un peu des ressources, en eau, en carbone, en ce que tu veux, pour faire une activité économique, il va falloir se demander
à quoi ça sert? Et là, on en arrive à une question qui est un peu le marketing durable. C'est-à-dire que moi, en école, j'ai pas appris à quoi ça sert. J'ai appris à répondre à la question, y a-t-il un besoin? C'est à un moment. Et s'il n'y a pas de besoin, est-ce qu'on peut pas le créer un peu? C'est une vraie question d'offre et de demande. Et jamais la question de l'utilité sociale de ce que je fabrique. Et il y a des innovations, on le voit bien là, par exemple, avec l'IA, où ne pas se poser la question de l'utilité sociale nous amène à une espèce de grande gabegie de production de plein de choses dont on ne sait pas à quoi elles servent. Et répondre à la question à quoi ça sert, je pense que c'est la question de la décennie, et elle est hyper dure, parce que comment tu fais ça tout en maintenant de la liberté individuelle, tout en maintenant un degré de liberté dans l'activité économique, c'est très très compliqué. C'est souvent ça qui freine, c'est cette démarche économique et business où générique ou une direction va imposer de toute façon pour l'année d'après les mêmes résultats avec une croissance et on va être sur des KPI très financiers. Et c'est vrai que dans la mentalité de la plupart des dirigeants, on est encore dans cet axe-là. Mais quand on se pose la question de réellement à quoi ça sert ou quel peut être le sens dans tout ça, finalement, humainement, avec la crise de Covid qu'on a connue, un certain nombre de collaborateurs se sont posés cette question vis-à-vis du sens de leur job et du sens de l'entreprise. Donc c'est un peu l'étape qui va venir, et c'est de pouvoir se dire, finalement, les produits que l'on propose, l'offre de services que l'on propose, est-elle pertinente? Non pas pour un groupe de population ou comme on l'a appris en cours de market, mais plutôt par rapport à la planète et aux limites planétaires qu'on vit. Oui, tout en n'étant pas trop manichéen dans le jugement. C'est-à-dire, ça serait un peu facile de se dire oh là là, il y a ces dirigeants qui ne pensent qu'à optimiser leur compte de résultats, tandis que ces collaborateurs n'appellent tous de leur vœu que des changements. La réalité, c'est qu'on est tous un peu addicts à un modèle de croissance, au sens vraiment de croissance volumique et monétaire d'une année sur l'autre. C'est-à-dire cette idée que demain sera plus gros qu'aujourd'hui. On s'y est vachement habitué nous aussi. On a quand même chacun d'entre nous un peu envie d'être augmenté chaque année, se dire que demain sera plus beau, se dire que je pourrais avoir un appart un peu plus grand et que je pourrais partir en vacances dans un endroit un peu plus sympa. Donc il y a une réinvention de ces codes à jouer, mais voilà, elle est pas. Faut pas tomber dans cet écueil qui consistera à dire on est tous fondamentalement bons et nous sommes dévoyés par des entreprises et le marketing qui nous amènent là. C'est très 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 systémique. C'est le concept marrant qui a été inventé par un copain qui s'appelle Pierre Pertout, qui est le triangle de l'inaction, qui est de se dire il y a les entreprises, les individus et le gouvernement, et chacun regarde les deux autres en disant quand les deux autres feront un effort, je serai prêt à bouger. Quand il y aura plus de pub pour les avions ou quand là je prendrai plus l'avion. Et en fait, si on regarde toujours les deux autres en disant, et évidemment le gouvernement lui dit quand les citoyens seront prêts, je passerai ma mesure, mais si elle est trop dure, j'y perdrai des voix. Et les entreprises, elles disent tant que j'ai pas une demande de gens qui sont prêts à payer un peu plus cher mon produit green, j'ai pas très envie de le développer. Parce que mes concurrents sont de toute façon là et qu'ils vont continuer à faire le business. Donc voilà, donc ce concept de triangle de l'inaction, alors une fois qu'on l'a caractérisé, on sait pas exactement ce qu'on en fait. Il est censé nous inciter à dire allez, je fais le premier pas. Mais voilà, je pense que c'est quand même un concept intéressant pour voir le truc et se rappeler les responsabilités un peu partagées de tout un chacun. Alors, on est déjà parti dans le vif du sujet, mais j'aimerais revenir un peu à la genèse parce que quand on entend le mot AXA, pour moi, je pense assurance et je ne pense pas business school ou climate school. Du coup, comment c'est né tout ça? Alors, la genèse, c'est il y a 6 ans, donc en 2019, la création d'AXA Climate comme une petite entité à part, dont le mandat est de réfléchir au-delà de l'assurance. C'est de dire face à l'ampleur du choc climatique, la réponse assurantielle qui consiste à dire je mutualise le risque et quand il y aura un problème, je te rembourserai, ne sera pas suffisante. Et dans le même temps, un assureur, acteur plutôt du temps long, qui est capable de prédire dans une certaine mesure, ou en tout cas dont c'est le métier de prédire à quoi ressemblera le futur climatique, a des arguments à faire valoir aux entreprises pour les aider différemment. Et donc, on crée cette entité-là. Alors, moi, je ne suis pas encore tout à fait à ce moment-là, j'arrive en 2021, mais avec une feuille de route qui est finalement assez floue, qui est de dire on va chercher. On a des actifs, on a de la donnée, on a des bons scientifiques, et puis on est écouté, entre guillemets, par les entreprises parce qu'on est un assureur. Qu'est-ce qu'on peut chercher et faire émerger ? Il y a eu pas mal de plantades, il y a eu des idées de business qui finalement... Parce que oui, tout ça, pardon, je ne le dis pas, mais c'est avec l'ambition quand même d'en faire une activité économique. Alors, pas un truc pas une licorne demain, mais effectivement, ce n'est pas associatif, ça doit générer un peu de financement, de revenus, et évidemment, payer nos salaires et faire un petit profit. Donc il y a eu des idées qui n'ont pas marché. Et puis il y a 2 idées qui sont les plus matures aujourd'hui, à côté d'une activité d'assurance, quand même sur les sujets d'assurance de nature, qui est vraiment l'historique d'AXA Climate et autour duquel on s'est construit. 2 idées. Une idée de conseil en adaptation.
Donc, ça a été de dire, mais en fait, on a de la donnée. On peut vous dire très localement sur vos 100 sites ou les 100 sites de vos fournisseurs à quoi va ressembler le climat et la nature en 2030, en 2050. Parce que ça, on le voit, ne serait-ce qu'avec les inondations qui a eu lieu il y a pas longtemps en France, un certain nombre d'entités, d'entreprises qui sont situées sur ces localisations se disent, bon, je perds mon sous-sol, je perds mes données, j'ai plus d'électricité, mon activité est arrêtée. Il y a clairement des questions. On le voit l'été avec les canicules. Donc c'est la grande question de l'adaptation au changement climatique. Dans un monde où ça se répète de plus en plus souvent, qu'est-ce que je peux faire, soit à l'échelle de mon entreprise, soit à l'échelle de ma chaîne de valeur, soit à l'échelle du territoire où je suis, pour essayer de m'en protéger. Je ne me protégerai pas dans 100% de tout, mais je peux me protéger contre un certain nombre de mesures, ou en tout cas réduire mon exposition. L'exemple du data center que tu donnes, elle est bonne. Historiquement, les data centers, on les mettait en sous-sol parce que c'est là qu'on avait de la place pas chère. Quand on a une inondation, évidemment, si tout l'équipement informatique prend un coup de flotte, il est mort. Donc ça veut dire qu'on réinvente une manière de positionner ça dans l'immeuble en disant je vais le mettre un peu plus haut. Ça paraît idiot, mais c'est ce genre de mesure. Donc nous, on aide des entreprises à d'abord mesurer ce à quoi elles vont devoir s'adapter, parce que la réalité, c'est que la rentabilité d'une mesure d'adaptation qui coûte de l'argent ne sera mesurée qu'à l'aune du climat qui se dérègle et de ce que ça me coûterait de ne rien faire. Okay ? Donc ça, on a une activité de conseil là-dedans qui a plutôt bien marché. Et puis à côté, on a lancé cette activité de formation. Et alors là, l'idée est vraiment... en fait, on essayait d'expliquer dans les boîtes que le climat était un sujet important pour distribuer soit de l'assurance, soit du conseil. Et donc, on proposait à des comités de direction de dire on vient avec un ou une climatologue de chez nous et on vous fait en 20 minutes tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le changement climatique. Vous allez voir, c'est génial. On commence à faire ça, et c'était évidemment gratuit, et ça permettait d'ouvrir la discussion derrière dans l'espoir de vendre de l'assurance ou du conseil. Et en fait, ça prend, et les gens nous disent, mais c'est hyper intéressant, mais moi, ok, j'ai compris Comex, mais moi, j'ai une boîte de 10 000, 20 000, 100 000, comment je le fais ? Et donc, on a créé cette idée qu'en fait, il y avait un besoin côté entreprise qui était de former un grand nombre de collaborateurs aux fondamentaux de la transition. Et donc, on a commencé à bosser un peu. On s'est dit, OK, va falloir parler. C'était aussi les moments où la fresque commençait à bien marcher. Donc, on s'est dit, OK, il va falloir parler climat, biodiversité, ressources naturelles. Mais pour le coup, comme on est un acteur entreprise, on est légitime à faire le pas d'après, qui est de dire, ça veut dire quoi pour une entreprise ? C'est quoi un bilan carbone, un plan d'adaptation, une stratégie biodiversité, le rôle de l'économie circulaire, et même d'aller jusqu'à, ça veut dire quoi dans mon métier ? Qui est peut-être le pas le plus fondamental qu'on a fait et qui à ce moment-là n'était pas beaucoup fait par le marché. Ok, ça veut dire quoi si je suis RH ? Ça veut dire quoi si je suis marketeur ? Ça veut dire quoi si je suis financier ? Ça veut dire quoi si je suis à la direction juridique ou acheteur ? Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés là. Et donc, aujourd'hui, on est à peu près 70 à faire ce métier-là. On a environ 200 clients dans le monde entier, plutôt des très grandes entreprises qui forment l'ensemble de leurs collaborateurs avec ça. Certains nous font confiance depuis 4 ans, ça s'est lancé il y a 4 ans. Donc, il y a des choses à faire encore et plein de choses. Mais voilà, on y est un peu arrivé par accident, entre guillemets, en cherchant à un moment donné ce qui pouvait aider les entreprises et sur lequel nous, à force de bosser, on avait un peu de savoir et de légitimité. Du coup, tu as cité plein de thématiques. Toutes ces thématiques-là sont accessibles en parcours, c'est un abonnement, c'est par module, c'est chacun choisit son étape, c'est la RH qui décide. Comment ça se passe ? Alors, nous, on vient avec un catalogue de petits parcours de formation, de petites pastilles individuelles qui font 5-6 minutes, donc qui sont des micro-learning relativement faciles à consommer, qui sont agglomérés en cours et qui traitent donc les 3 grandes thématiques que je t'ai données, c'est-à-dire vraiment l'échelle planétaire et la science, l'échelle entreprise et l'échelle de mon métier. Et ensuite, là-dedans, les entreprises font leur marché, agglomèrent ça comme elles le souhaitent, créent soit des parcours obligatoires qui vont faire 1 heure ou 2 le plus souvent. Certaines entreprises comme Accor sont allées plus loin et ont imposé 6 heures obligatoires à leurs 5000 cadres. C'était juste après l'arrivée de Brune Poisson. C'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. Pour ceux qui ont peut-être déjà travaillé dans des grandes entreprises. Sur cette thématique-là, parce qu'en fait, souvent dans les formations, déjà c'est contraint par un certain budget pour les boîtes. Et après, on valorise davantage des formations opérationnelles en lien avec le métier que de la projection sur une thématique climatique. Le point, c'est qu'ils étaient en train d'en faire en lien avec le métier. C'est-à-dire, après avoir fait les cadres, on a fabriqué des modules sur mesure, là, pour le coup, pour les dirigeantes d'hôtels, en disant ça veut dire quoi faire certifier ton hôtel vert, etc., qui était poussé par le groupe. Et on est même descendu aux collaborateurs et collaboratrices dans les hôtels qui vont s'occuper du ménage, de l'alimentation, de l'accueil, pour qu'ils puissent comprendre ça. Donc, en fait, c'était un premier pas qui était de dire... Prendre conscience aussi de l'impact au niveau de leur métier, quel qu'il soit, à n'importe quelle échelle. Donc, voilà, les entreprises font ça. Il y en a qui
qui lancent des plans très ambitieux et quasi obligatoires, d'autres où ça fait plus partie du catalogue de formation accessible et c'est plus ou moins poussé par des directions opérationnelles, par des pays. On a voulu laisser beaucoup de flexibilité aux entreprises sur comment elles le faisaient, venir dans leurs outils de formation existants, leur permettre de mélanger ce qu'on fait et ce qu'elles ont déjà sur le sujet, parce que la vérité, c'est que plein de boîtes avaient fait des choses. Simplement, tout en même temps, elles ont voulu faire des académies du développement durable. On s'est dit, OK, il y a une partie de cette académie qu'on peut faire une fois pour toutes très bien, traduit dans plein de langues et du coup avec un niveau de qualité certain, et ensuite elle le déploie comme ça. Et donc les entreprises payent pour ça. S'il y a des auditeurs qui veulent regarder les cours, ils sont disponibles gratuitement pour les individus. Même si vous travaillez dans une grande entreprise, je ne le saurais pas, vous pouvez y aller. Si vous allez sur axaclimateschool.com, il y a un bouton d'inscription qui s'appelle Découvrir nos cours, je crois, et vous avez accès à tous les cours. Et en fait, nous, on fait ça gratuitement pour les individus et pour les institutions d'enseignement, donc essentiellement les grandes écoles aujourd'hui, un petit peu des lycéens à droite à gauche. Et après, les entreprises, on monétise auprès d'elles la capacité à faire des choix dans les cours, avoir accès au contenu en marque blanche, l'intégrer dans leurs outils, etc. Et fixer des objectifs et derrière, avoir des suivis de qui a suivi quoi. Exactement. De pouvoir le préciser dans un certain nombre de KPI RH sur la formation ou la sensibilisation sur ces thématiques-là. Absolument, KPI RH, et puis même maintenant de plus en plus les KPI liés à la CSRD, donc forcément, l'extra-financier. Le sujet de l'année 2024. Voilà, l'extra-financier normalisé qu'est la CSRD, auditable, etc., donc qui vraiment gagne en sérieux, entre guillemets, face aux financiers. Et là-dedans, dans les énormément de points de données que vous pouvez décider de partager dans le cadre de la CSRD. Il y en a autour de la formation en général, donc ça c'est plutôt des critères sociaux, et puis il y en a spécifiquement sur la formation au développement durable. Parce que là, chez AXA Climate School, on est très tourné transition écologique, énergétique. Finalement, quand on démarre une démarche RSE, alors je sais, la plupart des clients sont déjà impliqués parce que c'est de grosses boîtes. Si on est sur des plus petites structures ou des PME, ETI, qui démarrent dans cette démarche RSE, il n'y a pas tous les autres volets de la RSE? Alors, c'est une vraie question. Côté éthique. Ouais, pas mal de nos clients nous ont effectivement demandé comment on pouvait gérer le S de ESG, donc une espèce de social school à côté d'une climate school. Quand les clients nous le demandent, on se dit on va regarder. On n'y est pas allé pour l'instant pour pas mal de raisons. D'abord, c'est un petit peu moins notre culture. On vient tous plutôt alors, moi, je viens d'un background complètement tech et pas du tout, mais je suis vraiment tombé dans la marmite du sujet environnemental et pas mal des gens qu'on a recrutés viennent vraiment du sujet enviro. Il y a évidemment des sujets qui sont passionnants à la croisée du social et de l'environnemental, de l'impact du changement climatique sur les populations les plus fragilisées qu'on touche un peu, mais une vraie social school qui vraiment dirait égalité homme-femme, gestion des discriminations, etc. C'est moins un sujet sur lequel on s'est senti légitime. Un des gros challenges pour le faire, c'est que c'est un sujet qui est beaucoup plus local que l'environnement encore. C'est-à-dire que la gestion de la diversité et de l'inclusion en France et aux États-Unis, autant vous dire que c'est pas exactement la même chose. Alors vous me direz l'environnement non plus, mais le social encore plus. Donc il y a une petite difficulté à proposer des cours qui marcheraient dans tous les pays du monde, un peu plus. Et puis voilà, moins notre sujet, donc il a fallu faire des choix. Il y avait énormément de choses à faire sur l'environnement, mais il est évident qu'il y aurait de la place. Quand des boîtes nous demandent, maintenant je recommande un copain dont la boîte s'appelle Remixed et qui propose pas mal de contenu sur ces sujets-là, qui s'appelle Maxime Rosiniewski et qui fait un super boulot. Ils ont fait des petites pastilles vidéo très sympas, un peu dans l'ADN de ce qu'on peut faire. Donc il y a des gens qui essayent. Je les ai testées, les différentes pastilles, enfin peut-être pas toutes, hein, mais certaines, mais c'est effectivement assez ludique, didactique, hein, c'est assez varié aussi, sur de la vidéo, sur des choses à découvrir, donc c'est plutôt sympa. Tu parles de chez nous, hein, oui. Alors celle de chez nous, pour le coup, en 2 mots, moi, parce que du coup j'ai passé quasiment 10 ans avant sur le sujet de la formation en ligne, il y a eu vraiment une croyance que le problème de la formation en ligne était en gros l'expérience utilisateur, pour le dire vite. C'est-à-dire que d'un coup il y a eu cette idée que le contenu allait être de moins en moins cher parce que YouTube est arrivé, quoi. Donc tout le monde faisait des vidéos assez qualitative. Et de l'autre côté, on disait, oh là là, les plateformes de formation en ligne, c'est moche, c'est pas sympa. Et j'ai moi-même c'est vieux jeu. Voilà. Et j'ai moi-même beaucoup dit ça. Et donc, le marché, et notamment les fonds d'investissement, ont financé plein de startups. On a appelé ça la EdTech pour Education Technology. Et donc, c'est de dire, on va faire quelque chose de plus sympa, qui marche sur mobile, etc. Force est de constater qu'après 10 ans, évidemment, ça a progressé parce que les interfaces informatiques progressent, hein, mais il n'y a pas eu de révolution du point de vue de l'expérience pédagogique. En tout cas, j'en ai pas vu dans la formation en ligne. C'est-à-dire, c'est toujours dur de se former.
Faut toujours des incitatifs assez forts à le faire. En B2C, un des beaux succès, c'est Duolingo. Vous apprenez une langue. Mais bon, souvent, si vous apprenez une langue, c'est que vous avez, soit parce que vous Une avez motivation extrinsèque très forte. Vous connaissez plutôt intrinsèque souvent. Vous connaissez quelqu'un, ça peut être une relation amicale, amoureuse, et vous avez vraiment envie de parler sa langue. Vous allez partir dans tel pays parce que vous avez une opportunité professionnelle. Et donc, vous y passez le temps et vous surmontez ces difficultés-là. Sur de la formation en entreprise, c'est souvent plus compliqué. Il faut une carotte. Voilà. Et du coup, moi, après 10 ans à avoir dit, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire du point de vue de l'interface technique, j'en suis un peu arrivé à l'idée de dire, difficile de trouver un coup génial là-dedans. Et dans le même temps, comme on s'était dit, le contenu, c'est de moins en moins cher à produire, la vérité, c'est qu'on avait accepté un appauvrissement de la qualité des contenus en disant, oui, vous voyez comment ça, l'image du e-learning, un peu image d'Épinal, mais quelqu'un de pas forcément très bon en prise de parole en public, devant des slides, et c'est un peu ennuyeux. Et donc, on a pris le contre-pied, nous, en disant, OK, on va pas du tout être un acteur de la technologie. Je me mêle plus, moi, de la formation en ligne d'un point de vue expérience utilisateur. Celle-là, je vais la laisser aux plateformes, elles valent ce qu'elles valent, le marché fera son boulot. Et par contre, je vais essayer de faire en sorte que quand j'attrape l'utilisateur, si vous me permettez l'expression, quand il me consacre 3 minutes pour regarder une de mes vidéos, c'est vraiment bien. Et là, du coup, c'est là que moi, mon parcours au tout début, plutôt dans l'univers de la télé, a été marrant. C'est que vraiment, on s'est dit, la ref en sciences à la télé, c'est pas sorcier. Et donc, on est allé chercher des équipes qui bossaient aujourd'hui sur les émissions scientifiques de la télé. Le présentateur... en français qui s'appelle Mathieu Duméry, c'est vraiment l'héritier un peu de Jamy aujourd'hui. Donc on est allé, dans la version allemande, on a trouvé le vrai Jamy. C'est vrai ? Ralf Kaspers, vraiment c'est celui d'une soixantaine d'années que tous les Allemands connaissent. Donc on s'est dit on va vraiment essayer de mettre le paquet sur la qualité de la production audiovisuelle pour que ce soit sympa à suivre pour les gens. Je dis pas que c'est magique, c'est-à-dire qu'il faut toujours y consacrer 4 ou 5 minutes que votre patron vous a demandé d'y consacrer, donc je sais pas si vous vous levez le matin avec l'envie pressante de regarder, mais voilà, on a fait ce pari de la qualité formelle, au-delà évidemment de la qualité de recherche en amont, scientifique, de dire que des choses très vérifiées, mais de la qualité formelle et de bosser avec des pros de la télé. Et puis la mise à jour de données, parce que ça c'est un peu non-stop. Alors, il y a des basiques qu'on peut réutiliser, mais ça bouge quand même pas mal. Oui, à ceci près que ce que vous avez besoin de faire connaître à énormément de collaborateurs dans une entreprise, c'est pas forcément les derniers sujets de recherche en pointe de la science. C'est-à-dire, nous, on le voit, on est une petite équipe d'une soixantaine très engagée. Alors oui, nous, on s'échange tous les jours. Et t'as vu telle nouvelle étude scientifique? Et il y a un article du Guardian qui dit que peut-être tel point de bascule serait un peu plus proche. Et là, il y a de la recherche un peu de pointe. Mais là, ça concerne tellement peu de collaborateurs dans les entreprises que souvent, c'est des canaux type les collaborateurs engagés dans les entreprises, etc. Quand vous faites du e-learning pour un très grand nombre, nous, évidemment, une fois par an, on se fait un travail de mise à jour. Mais c'est moins urgent. On est moins dans le domaine de l'actualité. Quand même. En tout cas, par rapport aux thématiques qui sont visées. Et est-ce qu'il y a des freins? Est-ce que toi, tu vois, ou avec les équipes, est-ce que tu vois des freins au changement, au comportement, tu vois? Il y a beaucoup de freins au changement et au comportement parce que une fois qu'on a fait les choses faciles, entre guillemets, quasiment d'efficacité du quotidien, enfin, tu vois, les économies de carbone faciles à faire, on va rentrer dans les économies de carbone difficiles à faire. Donc, le principal frein au changement aujourd'hui, il est quasi systémique. C'est-à-dire, on te demande de vendre plus d'un objet, ton objet des émissions carbone, en fait, tu émets plus, si tu veux. Et une partie du travail de sobriété, qui est vraiment un des mots-clés importants, c'est dur à faire en tant que particulier. C'est-à-dire je dois déconsommer un peu. Or, j'ai plutôt été habitué à consommer un peu plus. Et ça a évidemment des impacts quasi existentiels pour un certain nombre d'entreprises. Donc ça, je pense que c'est un assez gros frein au changement, un peu méta. Après... si on revient à de l'action complètement individuelle, se poser la question effectivement de voyager un peu moins loin, avoir une alimentation un peu moins carnée, faire l'investissement qu'il faut pour décarboner la manière dont je me chauffe. J'ai pas toujours envie de changer, quoi. C'est-à-dire cette fameuse fin de l'abondance. C'était pratique l'abondance, quoi. Donc on s'est un peu tous rendus addicts à ce concept-là. Donc il y a un frein au changement qui est nous-mêmes. Et en fait, c'est le même côté entreprise. C'est-à-dire que si court terme, j'accepte de dire je fais le pari que le monde de demain sera plus décarboné, donc j'investis dans quelque chose qui me permet de faire un produit mieux d'un point de vue environnemental, mais un peu plus cher, la peur, c'est qu'il n'y ait pas de clients de l'autre côté. Donc je pense qu'il y a un relativement gros frein là-dessus, renforcé en ce moment notamment dans des pays comme les États-Unis par un vrai backlash, et même on le voit un petit peu en France. C'est-à-dire au moment où vous prenez les mesures dures, en France l'exemple
Les 2 exemples en ce moment, c'est la rénovation énergétique des bâtiments et donc l'interdiction de location des passoires thermiques d'un côté et de l'autre côté, les premiers jalons sur l'électrification du parc automobile. Donc des constructeurs automobiles qui sont en retard sur l'objectif 2025 et à qui on va demander soit de payer une amende, soit d'acheter des crédits carbone à leurs concurrents qui, eux, sont en avance, grosso modo. Voilà, il y a le salon de l'auto qui était il y a pas longtemps Ouais. et c'est vrai qu'on est complètement que sur des présentations de voitures électriques, hybrides et ça, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, je me dis, Alors ça a bougé. en termes de mentalité, ça a énormément Ça a bougé. bougé considérablement. Le constat qu'on fait en Europe, c'est qu'on manque par des constructeurs européens de petites voitures électriques, donc d'une mobilité sobre. Oui, parce que c'est pas forcément la bonne solution après. Bon, il y a une expression. Alors, ce qui est sûr, c'est que on doit décarboner la manière dont on se déplace, et aujourd'hui, on se déplace essentiellement avec de l'énergie fossile. Ce qui est sûr aussi, c'est que la solution de décarbonation du véhicule individuel, ça sera forcément de l'électrique. C'est-à-dire, on sait que l'hydrogène, ça va pas servir à ça, on sait que la biomasse, ça va pas servir à ça, donc il y a une convergence. Après, la réalité, c'est qu'en revanche, tout moyen de déplacement, enfin toute activité a une empreinte, et donc se déplacer et avoir une voiture individuelle, ça a une empreinte. Et donc se pose la question au passage de se dire, ça serait peut-être bien de ne pas remplacer en un pour un, et on a aujourd'hui, je crois, à peu près 40 millions de véhicules individuels en France, et c'est-à-dire que 40 millions de véhicules électriques, l'empreinte ne sera pas négligeable et selon la nature de ces véhicules, c'est-à-dire si on continue à imaginer qu'on veut des voitures de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes, ça aura un impact. Il y a une formule qui avait été popularisée par Aurélien Bigot, qui est chercheur sur ces sujets-là. Si vous ne le suivez pas, il publie pas mal sur LinkedIn et sur Twitter, il est très fort, qui est de dire la voiture électrique, c'est l'avenir de la voiture. En revanche, la voiture, c'est peut-être pas l'avenir de la mobilité. Et donc, c'est là la question de plus de transports en commun, de trains, etc. Donc, tout ça pour dire que, sur ces sujets-là, on voit que quand on rentre dans le dur de la mesure où ça vient frotter les modèles économiques existants, c'est pas facile. Et il y a des vents contraires. Et il y a des gens qui disent, et on peut les comprendre aussi, on manque de location à Paris, on nous empêche de louer des bâtiments G. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, est-ce qu'on se redonne 1 ou 2 ans de marge ou pas? Voilà, on est au moment. On n'arrêtait pas de dire on fait pas assez de rénovation énergétique. Jusqu'au moment où la loi arrive. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit qu'en urgence, ça va forcer un certain nombre de rénovations énergétiques et c'est un mauvais moment à passer? Est-ce qu'on essaye d'absorber ce mauvais moment à passer? C'est toutes ces questions-là qui sont politico-économiques, mais qui sont un gros frein au changement. Mais à la limite, c'est bien, on a la bonne discussion à ce moment-là. C'est souvent ça, en fait, cette notion de conduite du changement, en fait, qui fait peur. On le voit, mais sur n'importe quel projet. Quand tu parlais tout à l'heure de transfo digital ou de projets digitaux au démarrage, il y a un certain nombre d'années, au final, ça faisait peur à un certain nombre de collaborateurs qui sont pas prêts à se dire ça va changer quoi? Ça va avoir quel impact? Est-ce que mon poste est menacé? Puisqu'on est là-dessus. Et donc là, on arrive avec une autre thématique. Tant qu'il n'y a pas les contraintes de la direction et que la direction n'a pas elle-même les contraintes réglementaires, législatifs, etc. On peut toujours se dire on a le temps, on prend ce temps. Sauf que en 2024, on se rend compte que 2050 finalement c'est quand même dans pas très longtemps. Alors il y a la version optimiste des gens qui disent de toute façon pour le Covid, on s'est retrouvés face à face devant un mur et on a trouvé des solutions, on a avancé, on a développé, etc. Donc le jour où on sera devant le mur complet, peut-être qu'il y aura d'autres solutions, d'autres pistes, etc. Oui, alors à ceci près qu'on est quand même en train de jouer avec un système qui nous déplace un petit peu plus que le Covid. C'est-à-dire le Covid, c'était évidemment dramatique, ça a évidemment fait des victimes, mais on était sur un virus d'un type qu'on connaissait à peu près, un impact sur des populations les plus fragiles qu'il a fallu considérablement protéger. Mais enfin, on a maintenant un peu de recul. Les moments où on va vraiment avoir joué, et ça c'est une question importante qui mérite peut-être d'y passer 2 minutes, la raison pour laquelle on s'est collectivement dit que 2 degrés comme max de max, ça serait bien dans l'accord de Paris, c'est pas parce qu'on a considéré qu'à 1,9 tout allait bien et qu'à 2,1 il y aurait un peu trop de morts, parce que la réalité de ce dérèglement, c'est qu'entre maintenant et 2 degrés, il est linéaire, donc vous parlez de plus de catastrophes qui auront, d'ailleurs pas que les morts, des impacts économiques aussi plus importants, mais enfin ça reste de l'ordre du linéaire. Plus vous approchez de 2 degrés, plus vous rentrez dans ce qu'on appelle les points de bascule, qui sont des moments où le système physique de la planète ne réagit plus de manière linéaire. Par exemple, vous commencez à réduire suffisamment la banquise pour qu'en fait elle ne soit plus à un niveau où elle peut se reformer quand il faut, et donc elle s'effondre un peu sur elle-même. Pareil avec l'Amazonie, en gros, il faut avoir en tête que des grandes forêts, ça génère de l'humidité qui fait de la pluie, qui entretient ces grandes forêts. Si vous la réduisez trop, à un moment, elle arrive à une espèce de masse critique trop faible, elle ne génère plus sa propre humidité,
Et donc, elle s'effondre sur elle-même et vous avez un phénomène de savane à la place de la forêt amazonienne. Et ça, ces moments où on ne sera plus en maîtrise du système et où ça va devenir non linéaire, c'est des moments où les impacts de montée des eaux deviennent significatifs, les impacts de sécheresse deviennent significatifs. Donc, pour le coup, on aimerait vraiment éviter d'être au pied de ce mur-là parce qu'il n'y a pas grand monde de crédible pour vous dire on trouvera bien un truc à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des forces qui vont nous dépasser. Et l'incarnation de ça, c'était Don't Look Up qui le faisait de manière un peu métaphorique en disant vraiment, Armageddon, c'est Armageddon, quoi. C'est-à-dire la grosse météorite, on va se la prendre. Donc, Et en fait, j'ai encore l'impression, nous on est dedans, donc ça me semble tellement une évidence qu'il faut bouger dès maintenant. Mais j'ai encore ce sentiment qu'on manque de crédibilité par rapport à un certain type de population qui sont dans le déni, qui n'ont pas envie de bouger, à qui il n'y a pas trop d'imposition ferme. Et du coup, ça prend du temps, ça prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça que moi... Même si j'ai l'impression que depuis 2021, ça bouge quand même beaucoup plus. Ouais, alors il y a des 2022 par exemple, ça a quand même été un été très chaud en France, ça a plutôt marqué les esprits, mais maintenant je commence à arriver dans des confs où je dis 2022, donc c'est une année très chaude en France, hein, c'est une année à presque plus 3 degrés, et je dis vous vous souvenez de 2022, et pas mal de gens commencent oh bon, il a fait chaud. Enfin, on voit aussi et c'est documenté, hein, qu'on oublie entre guillemets ces marqueurs-là, ou qu'on se réhabitue à une espèce de... Ou là même sur l'inondation. Donc voilà, ou les inondations qu'on vient d'avoir en France et tout ça. Donc évidemment, ça joue plutôt dans le rôle, ça joue plutôt un rôle, malgré les conséquences évidemment dramatiques, d'accélérateur sur le passage à l'action. Moi, ma conviction, c'est que on a encore besoin de formation. Un des discours qui est assez prégnant, notamment dans les écosystèmes de transition, c'est bon, on a compris le problème, maintenant on veut des solutions. Moi, je ne suis pas du tout sûr qu'on a compris le problème. C'est-à-dire que collectivement, même sur des gens éduqués, ils ne passent pas leur vie à faire ça et c'est normal, ils ont un autre métier. On n'est pas assez clair sur à quoi ça va ressembler un monde qui se dérègle. Parce que c'est dur. Parce que ça fait peur. Alors d'abord parce que c'est négatif, donc c'est dur Exactement, de raconter une mauvaise histoire. Mais aussi parce qu'il y a quand même plein d'incertitudes. C'est-à-dire on peut dire il va faire considérablement plus chaud, donc il y aura X jours de chaleur en plus, mais ça à la limite les gens se disent qu'ils vont s'en remettre. Ce qu'il faut qu'on documente, c'est comment notre système va répondre à ça, comment l'hôpital tient avec des vagues de chaleur plus longues. Ça veut dire quoi en impact sur la santé des plus jeunes et des plus âgés et globalement des plus précaires. Ça veut dire quoi en impact sur les rendements et en capacité à fournir de la matière première alimentaire. On voit bien par exemple qu'aujourd'hui... Ou sur les déplacés climatiques. Ça veut dire quoi évidemment sur effectivement un certain nombre de gens qui vont être amenés à quitter un certain nombre de régions, voire leur pays. Aujourd'hui, la réalité des migrations telles qu'elles soient et donc des migrations politiques, c'est que les gens, et ça il faut le rappeler quand même, restent dans leur pays tant que c'est possible. Le jeu, et tout le monde a envie de faire ça. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi raison garder sur la réalité d'un certain nombre de descriptions de phénomènes. Cependant, on va peut-être au-devant d'endroits qui ne seront plus vivables. C'est-à-dire les endroits très chauds vivables, on le voit aujourd'hui, c'est au prix d'investissements massifs. C'est notamment les pays du Golfe. Si vous transférez ce genre de température dans un certain nombre de pays d'Afrique, vous vous retrouvez avec des régions on est en dehors de ce qu'on appelle la niche écologique pour l'être humain, c'est-à-dire littéralement les conditions d'habitabilité. Donc évidemment, ça va entraîner un certain nombre de déplacements de population. Et donc, comme on a du mal à raconter ça, mais moi le premier, parce qu'on ne sait pas comment le système va réagir, il est tellement intriqué de plein de choses, ça va dépendre de la réaction politique, de la réaction économique, on a du mal à faire passer à l'action parce qu'on a du mal à décrire ce qu'on va perdre. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a un travail de pédagogie qui est fait par un certain nombre de scientifiques, fait par un certain nombre de politiques également, pour raconter ce à quoi on se prépare, et puis après, à la limite, arbitrer entre de la gêne ou de la transition de modèle aujourd'hui et de la gêne future. Mais il va bien falloir qu'on s'y mette. Ouais. Donc, tout ça pour dire que je pense que le côté bâton de pèlerin, pédagogie, explication, narration de ce qui nous attend est un travail qui est encore à faire et pour un petit paquet d'années. Alors, si je reviens à un dirigeant d'une PME ou d'une ETI, tu dirais par où commencer ? Aujourd'hui, un dirigeant de PME ou de TI, notamment s'il travaille dans un secteur qui est en prise avec, je dirais, l'économie réelle et la production, le sujet des services est peut-être un petit peu à côté, je lui dirais de commencer par décarboner. C'est-à-dire, il y a plein de sujets, on peut parler d'adaptation au changement climatique, on peut parler d'apporter des solutions à des clients, mais aujourd'hui, à un instant T, vous regardez la réalité de votre empreinte carbone et vous essayez de la réduire. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a... des financements d'aide, pas mal. La BPI finance, par exemple, un certain nombre de diagnostics de décarbo, et même maintenant d'adaptation, qui vont vous permettre de savoir par où commencer, où est la réalité de vos émissions, qu'est-ce que vous pouvez faire.
Donc moi, je dirais il y a un peu deux pistes. La première, c'est celle-là, c'est de dire, OK, j'ai une boîte, j'ai une empreinte, je vais essayer de décarboner. Alors, il se trouve qu'on vient de sortir un petit guide, donc je pourrais vous donner le lien. Avec AXA Prévention et une entreprise qui s'appelle Carbon Cutter, qui avant s'appelait Magellan, qui est assez spécialisée dans la décarbonation des PME, où on a fait témoigner des PME de ce qu'elles font dès aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est clé de ne pas être dans l'incantation avec des PME en disant il faudrait que, c'est pas les mêmes leviers, c'est pas les mêmes périmètres d'action, il n'y a pas les mêmes gens. Par exemple, ce que je fais, c'est-à-dire de la formation en ligne auto-administrée, on appelle ça marche pas en PME, soyons très clairs. Les gens prennent pas le temps et puis il n'y a pas de gens dans l'entreprise qui vont vous inciter à le faire. Donc c'est pas la bonne réponse. Donc nous on essaye de répondre différemment. On a fait un petit cours très pratico-pratique à destination des dirigeants de PME pour essayer de leur lister un certain nombre d'actions, des aides, etc. Donc il y a ce premier pilier qui est verdir mon activité au sens la rendre la plus vertueuse possible, réduire le plus possible son impact. Puis il peut y avoir un deuxième pilier, et ça va vraiment dépendre de ce que fait l'entreprise et de la personnalité du dirigeant ou de la dirigeante, qui va plutôt être un acte de création, qui va être de ce qu'on pourrait appeler de la redirection écologique, qui est un terme qui est porté par des équipes, notamment à l'Université de Clermont-Ferrand. C'est de dire, voilà, dans quelle mesure mon entreprise aide le monde à se reconstituer, se régénérer, aide à la régénération des écosystèmes. Et donc, c'est ce grand champ qu'on appelle l'entreprise régénérative. Il y a une super asso qui s'appelle la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, dont le boulot est d'essayer de remuer un peu des dirigeants pour qu'ils aient envie d'écrire leur feuille de route d'une transition vers ce monde d'après. Ils en sont à, je ne veux pas dire de bêtises, mais au moins une quinzaine de CEC qui ont eu lieu. La première s'est lancée en 2021. Ils me tueront, c'est peut-être beaucoup plus. Il y en a des régionales, il y en a par secteur. Et donc, ils ont mis en mouvement un certain nombre d'entreprises. Ce qu'on voit, c'est qu'on commence à avoir les premiers témoignages vraiment intéressants de boîtes qui ont réussi à faire des choses. Ceux de la première CEC, donc de 2021, qui vraiment arrivent en 2024. Donc on voit aussi qu'entre un dirigeant ou une dirigeante convaincu, qui revient dans son entreprise, qui a envie de faire bouger les choses, entre le moment où on le fait, on engage toutes les équipes, ça commence à avoir les premières preuves d'impact, donc on se dit on va le passer à l'échelle. C'est des pas de temps auxquels on n'est pas tout à fait habitué, mais qui sont de l'ordre de 3-4 ans. Et donc, c'est des choses sur lesquelles il faut s'investir maintenant, parce que l'idée, c'est de faire de moins en moins de son activité négative pour l'environnement, pour augmenter cette partie-là. Nous, on a fait, en parallèle de la CEC, un parcours de formation qu'on a appelé Butterfly, qui est pareil, une introduction à l'entreprise régénérative et comment ça fonctionne. Donc ça, c'est à peu près une vingtaine d'heures de formation et qui permettent de mettre le pied à l'étrier de ce mouvement-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment ces deux sujets, et souvent, une dirigeante va devoir mener les deux en même temps. Réduire l'empreinte de son activité actuelle, et là, c'est presque de la compliance, entre guillemets, ou c'est presque rester compétitif, et de l'autre, pour engager les équipes, être dans un acte de création, et ça, tout le champ et l'énergie qu'il y a autour de l'économie régénérative est assez porteur. Alors moi, je le vois bien, mais souvent, quand on parle de réduction de l'empreinte carbone, on va penser aux bâtiments, aux déplacements, à l'attention portée aux déchets, etc. Et en fait, souvent, bizarrement, l'axe business économique de l'offre et des services ne vient pas naturellement à l'esprit. Et à chaque fois, je me dis, on est un peu sur du greenwashing. Si on est juste à diminuer les déplacements, je l'entends, il faut le faire. Mais au final, il faut se re-challenger au niveau du business, au niveau de l'offre. Qu'est-ce qu'on consomme en termes d'énergie, de ressources, repenser complètement le cycle de vie du produit ou des services et de se dire, sur chacune des étapes, finalement, qu'est-ce que je peux améliorer, diminuer, challenger, supprimer, peut-être quand on a des lignes de produits. On en parlait tout à l'heure, de se dire, est-ce qu'on en a réellement besoin? Tu vois, moi, je fais souvent le parallèle avec les yaourts dans le supermarché. Je me dis, mais au final, est-ce qu'on a besoin d'autant de catégories de produits? Non. Alors moi, ça me frappe parce qu'effectivement, il se trouve que j'habite à côté d'un grand carrefour, en pleine ville, mais d'un grand carrefour. Et donc, effectivement, la variété de ce qui m'est offert, et donc la complexité en gestion des stocks et in fine les choses qu'on va jeter, je trouve que tu as raison, ça fait partie des quelques trucs où tu te dis probablement que dans 15 ans, on nous regardera en disant « mais vous n'avez pas tilté ». L'autre truc, ça va être l'urbanisation. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui, quand on voit une photo de la place de la Concorde qui était un parking géant, on dit « non mais attendez, c'est pas possible, dans les années 60, vous faisiez comme ça ». Je pense que le choc que va être la revégétalisation de nos espaces urbains, ça va être un truc où la génération d'après nous regardera en disant « mais dans quoi vous viviez ?» C'est ça, tu veux me parler de le petit test ah oui, alors juste URL, juste avant le podcast, pareil, on pourra mettre le lien. Il y a un super site néerlandais qui permet de taper votre adresse. Alors, on a testé nos deux adresses. Chez moi, ça marche très bien. Ouais, chez Diane, un peu moins bien, donc vous pourrez tester. Vous mettez votre ville, votre adresse, et ça vous donne un Google Maps donc la vue Google Maps de votre rue, et un petit algo vous génère la version alternative si
qui ont laissé plus de place au végétal, plus de place au vélo, si votre rue était piétonne. Tout d'un coup, c'est assez frappant de voir en bas de chez vous. Non, mais je voulais juste dire comme ça, il y a des points, une fois qu'on a compris, il y a des points qui cristallisent, et tu as raison, l'abondance de produits différents, ça fait partie des... Mais c'est compliqué, moi, quand j'en parlais avec mon père récemment, qui me disait... Et alors, il y a 150 yaourts dans ton Carrefour, en quoi c'est grave? Et en fait, j'ai pas réussi à avoir une bonne réponse tout de suite, parce que faut réfléchir un peu, de dire qu'est-ce que ça veut dire en amont, de dépenses marketing, de machin, de date de péremption. Si on avait moins de produits, il y aurait les stocks tourneraient un peu plus vite, etc., etc. Donc ça, c'est sur ta partie de l'abondance. Après, sur ce que font les entreprises, je pense qu'il y a greenwashing si vous vous attaquez, et que vous en faites beaucoup de bruit, à une toute petite partie de vos émissions. C'est-à-dire si effectivement vous vous concentrez sur le transport de vos commerciaux quand vous fabriquez un produit phytosanitaire qui a un impact sur la nature absolument considérable, là vous détournez l'attention, entre guillemets. Après, je pense qu'on peut réfléchir à ce qu'on fait en disant... On a besoin de ce qu'on fait, c'est-à-dire je possède des camions qui livrent du matériel qui en assure la mobilité, on a besoin de ce que je fais. Est-ce que demain, il y a un peu moins de camions, un peu plus de frais de ferroviaire sans doute, mais en attendant, j'ai une activité. Et donc celle-là, on peut la regarder, donc on peut regarder le cœur du business. Mais là où tu as raison, c'est que si on veut trouver un discours un peu positif, il peut y avoir une pensée qui est de dire comment je deviens apporteur de solutions dans un monde qui décarbone. Une des entreprises qui a fait la première CEC qui était intéressante, qui s'appelle Equimetrix, qui est une boîte de data et de construction d'outils digitaux, elle a créé une petite activité Equimetrix Green où elle dit en fait là-dedans je mets mes consultants les plus engagés qui comprennent ce dont ils parlent et qui vont aller saisir des opportunités business qui, parce qu'ils ont compris que la CSRD ça arrive et ça pose des questions de données environnementales pour les entreprises, vont se positionner. Donc il y a effectivement la question de l'impact de ce qu'on fait et la question de comment ça aide à nous sortir de l'ornière. Et ça, plus on s'en approche des moments difficiles, plus effectivement on va demander un peu à chaque boîte, non pas seulement oui tu émets 10% de moins qu'il y a 10 ans, ou même qu'il y a un an, mais vu que tu continues à opérer, vu qu'on y met de l'argent et de l'énergie, à quoi ça sert? Et ça, le truc le plus emblématique de ça, c'est l'intelligence artificielle. On est en train de développer tout un tas d'usages d'une technologie où assez vite on va devoir se demander, d'accord, mais dans un monde où j'ai des problèmes et où j'essaie de les régler, à quoi ça sert? Alors, si je reviens, comme on a parlé un peu du market et de l'abondance et de large gamme ou de profondeur de gamme, est-ce que tu aurais des conseils, ou toi, par rapport aux métiers et aux formations que propose AXA Climate School sur les métiers de marketing ou de communication? Est-ce que tu as quelques conseils à distiller ou à donner aux marketeurs, aux communicants qui pourraient nous écouter? Ouais, alors il y a un truc qui m'a aidé quand on a abordé le cours marketing et communication, donc vous le retrouverez dans les petites pastilles sur le site si vous voulez aller voir, qui était vraiment de séparer un peu marketing strat et marketing opérationnel. Et au sein de marketing strat, il y avait deux niveaux de lecture qui me semblaient intéressants. Le premier, c'était celui de ta marque, et le deuxième, c'était celui de ton produit. Donc, au niveau de ta marque, je trouve que la question clé, c'est un peu de se dire à quoi elle répond comme problème. Et si je veux créer un produit green, est-ce que je le fais sous la même marque ou pas? C'est-à-dire, si tu es Erta et que tu te dis l'alimentation non carnée, ça peut être bien, tu appelles ça Erta Green, tu fais complètement autre chose. Enfin, tu vois, ça ouvre des questions qui sont intéressantes de la cohérence de ta marque entre probablement quelque chose d'un peu plus utilitaire à un instant T et quelque chose d'un peu plus green de l'autre. Au niveau du produit, il y a des choses qui sont aussi hyper intéressantes. Comment tu mets en avant des produits éco-conçus, des produits qui réduisent leur impact. Et il y a des choses pas si claires ou pas si évidentes. Il y a un des trucs qui est toujours intéressant, c'est le green package, on appelle ça. C'est cette idée selon laquelle il existe des industries dans lesquelles dire que ton produit a moins d'impact environnemental est plutôt mal perçu. Le cas emblématique étant le produit détergent. Alors, dire que c'est mon produit green, on se dit « Oh, ça lave moins bien ». Et donc, il y a malheureusement des moments où il faut faire des efforts et peut-être pas trop le dire. Vaut mieux dire que ça sent très bon et que ça lave très bien plutôt que... Donc ça, c'est un exemple un peu tiré. Mais en fait, chaque produit demande une complexité dingue. Et c'est là que le métier du marketeur, je pense, se réinvente considérablement. Dans un métier où pendant 20 ans, on peut dire qu'il y a eu un mouvement, et là, je parle notamment en B2C, où au marketeur, on lui demandait de connaître très bien sa cible. Qui est mon acheteur, qui est mon acheteuse, pourquoi il m'achète et quel âge il a et ce qu'il va racheter. Et je crois que de plus en plus, à mesure qu'on va vers ce green, il va falloir aussi connaître très bien son produit. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire et comment c'est fait et avoir le bon degré de discours, je pense que c'est pas évident. Un des exemples, par exemple, intéressant, c'est la lessive. On est passé de lessive dans des gros bidons en plastique à du film microsoluble qui est très pratique pour tout le monde parce qu'on le jette et il n'y a plus rien. Et puis on vous le met dans une jolie boîte en carton et on vous dit, regardez, il n'y a plus de plastique, la vie est belle. La vérité, c'est que ces microplastiques passent dans l'eau. Il y a de plus en plus d'études qui tendent à montrer que ça fait plutôt des polluants. Et la ville de New York a interdit les pods, là, donc ces espèces de... pour revenir au bon vieux système où, certes, vous avez une bouteille en plastique, mais on sait à peu près comment la recycler si on la traite bien. Et puis, vous pouvez aller faire du vrac dans les magasins, etc. Donc, c'est... Moi, j'ai un problème avec la lessive que je fais
Et forcément que je n'ai pas l'odeur sapin marin ou je sais pas quoi. Donc à chaque fois, j'ai toujours ma fille qui dit ah ouais, mais ça sent rien, il y a plus l'odeur. Je dis bah oui, voilà, c'est un choix. C'est pas Alors après, il y possible. a la question effectivement on peut aller jusqu'à faire sa propre lessive, prendre plein de choses, mais ça c'était juste pour dire que ce qui est apparu comme une très bonne idée et sur lequel le marketing a fait son boulot entre guillemets, après qui était de dire regardez quand vous achetez mes pods, non seulement c'est plus simple, mais c'est bon pour la planète. Bah en fait, quand on vient zoomer, c'est pas toujours le plus clair. Donc il y a ce sujet-là. Et puis après, si vous sortez du marketing plus strat, vous arrivez sur des questions de marketing opérationnel. Et là, il y a vraiment deux jambes qui sont vraiment ce sur quoi je communique. Donc là, on est plutôt sur éviter le greenwashing. Il y a plein d'exemples de boîtes qui ont fait des choses. Et comment je communique. Et là, c'est la question, quelle pub, quel format, est-ce que mes pubs digitales dans le métro, j'en ai vraiment besoin dans un monde où on commence à retirer les pubs dans le métro. Enfin, d'anticiper un peu ces questions-là. Ou d'éviter de me faire tacler par X personnes sur la partie greenwashing. Et ça, je fais écho avec l'épisode avec Mathieu Janisch qui Voilà, Mathieu, qui s'y connaît typiquement, bien. il nous a fait l'amitié de témoigner dans le cours qu'on a fait sur le marketing. Et donc voilà, je trouve que parce que pareil, on essaye de ne pas être trop donneur de leçons, parce que mine de rien, enfin, même pas donneur de leçons, pas trop incantatoire. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'à un moment, ce cours, il est destiné à tous les collaborateurs des départements marketing d'un certain nombre de très grandes boîtes. Donc, je peux pas leur dire du jour au lendemain, ça serait bien de moins vendre. C'est pas audible. Donc, on essaye de leur donner des outils d'analyse, de regarder ce qui va se passer du point de vue de l'atténuation, du point de vue de l'adaptation, de faire attention aussi parce que c'est des collaborateurs dans plein de pays dans le monde, donc on peut pas non plus être trop à nouveau basé sur ce qu'on voit en France et en tirer des tendances mondiales. Donc on essaye de tirer ce fil. Après évidemment, plus on parle avec des collaborateurs engagés dans les boîtes et plus on passe par des canaux différents, plus ça permet d'aller pousser le curseur un peu plus loin. Est-ce que tu as des exemples comme ça qui t'ont marqué ou que toi t'apprécies au quotidien par rapport à soit une conso perso, une conso pro? L'exemple dont je pense que ça vaut le coup de continuer à parler, parce que pour moi c'était un marqueur très fort en France, ça a été la campagne de pub de l'ADEME. Les dévendeurs. Les dévendeurs, ouais. C'est-à-dire cette idée, donc il y en avait plusieurs, hein, et il y avait 2 campagnes qui étaient sur des produits où on vous proposait, monsieur venait acheter une ponceuse, on lui disait vous pourriez plutôt la louer, puis une dame venait acheter une machine à laver, et on vous disait vous pourriez plutôt la réparer. Et donc c'était un dévendeur. Et celles-là, elles sont passées parce qu'en fait, on voit bien que c'est une partie de l'avenir. Alors personne n'a trop dit que c'est des modèles économiques moins faciles à faire tourner de réparer votre machine que de vous en vendre une nouvelle. Mais bon, on voyait à peu près le chemin. Celle qui a fait scandale, c'est celle sur le textile, hein, où la personne arrive avec ses 2 polos noirs, dit au vendeur vous me conseillez lequel, et l'autre lui dit aucun des deux puisque vous avez déjà un polo noir. Donc là, c'était quand même l'État français avec tout le poids de sa communication. C'est des campagnes officielles, il y a la petite Marianne, il y a tout ça, qui incitait à déconsommer. Alors en plus déconsommer du textile, on sait ce qu'a subi l'industrie textile depuis plusieurs années. Et donc je pense que c'est un point de bascule parce que on a vu l'opposition. Le ministre de l'économie de l'époque a dit je trouve que c'est une très mauvaise pub, on devrait la retirer. Le ministre de la transition écologique a dit non, moi elle me va bien et elle a été maintenue. Faut pas non plus en faire 3 tonnes, c'était un pouillème de temps d'antenne à côté de plein d'autres pubs qui vous incitent à consommer, mais ça a fait rentrer cette idée que la consommation pouvait petit à petit rentrer dans quelque chose qui était de l'ordre de ce qu'est aujourd'hui l'alcool et le tabac. Alors là, peut-être l'alcool plus encore, parce que le tabac vraiment on y va fort, mais l'alcool, on limite considérablement la pub, on dit vous pouvez en consommer mais avec sobriété, et l'activité économique de vente d'alcool se porte pas si mal. C'est-à-dire, on peut faire tourner un business sans avoir besoin de pubs qui toutes les journées vous disent achetez-en, c'est bien. Peut-être pas tous les business, mais donc voilà, ce parallèle m'a semblé intéressant parce que à nouveau de la part de la puissance publique qui dans le même temps, et c'est là les injonctions contradictoires, incite à consommer et a envie que le PIB augmente, elle prenait du temps d'antenne pour dire réfléchissez à ce que vous achetez et à quoi ça sert. Et cette question fondamentale de quand j'ai déjà un polo noir, à quoi sert ce deuxième polo noir? La réponse étant pas grand-chose. Voilà. Je pense que c'est un exemple clé parce que jusque-là, ce qu'on a appelé le démarketing, donc la tendance à la déconso, se concentrait dans des secteurs très particuliers comme le tourisme, où on comprenait bien, c'était plus premium, c'était plus exclusif. Et là, c'est venu envahir le champ de l'économie. Donc voilà, on mesure pas exactement encore toutes les répercussions que ça va avoir, je pense, mais je pense que c'était un marqueur extrêmement fort et là-dessus, à nouveau, un truc sur lequel la France, en le faisant en tant qu'État, a été plutôt en avance. Alors du coup, si je m'adresse aux auditeurs, s'ils veulent en savoir un peu davantage sur cette campagne des dévendeurs et avec l'histoire, un peu les coulisses, c'est l'épisode avec Sylvain Waserman, qui est le président de l'ADEME. Et ça a été une de ses premières décisions quand il est arrivé à ce poste, c'est la validation de cette fameuse campagne des dévendeurs l'an dernier. Donc il en parle dans l'épisode. Et c'était plutôt amusant. Est-ce que tu as d'autres sujets, des projets que tu aimerais évoquer ou d'autres thématiques avant qu'on aborde notre séquence classique des questions pour mes invités?
Non, je crois qu'on a fait un bon tour. Je crois vraiment que le moment dans lequel on rentre, si on reste sur ce sujet des métiers, c'est le moment de OK, on a compris. Enfin, OK, on a compris. On va continuer à le dire, mais il y a des impacts par métier. Très bien. Comment on se forme face à ces impacts par métier, je pense que c'est vraiment le deuxième temps. Donc nous, on a essayé, on l'a fait plutôt sur les métiers RH pour commencer, mais on pourra aller vers les métiers communication dans le futur. C'est-à-dire se dire, OK, on a fait la petite acculturation d'une heure qui me permet de clarifier un peu les grands enjeux. Très concrètement, comment je me forme, à quoi je me forme en fonction de mon métier. Ce moment où on va opérationnaliser ça dans les boîtes avec des formations plus longues qui sont plutôt en dizaines d'heures qu'en dizaines de minutes. Je pense que c'est un moment clé. Mathieu en fait une partie, Janice, typiquement sur les métiers du marketing. Et cette question de comment on le passe à l'échelle. Et ça, je trouve ça passionnant pour une raison très simple. C'est qu'une fois qu'on aura trouvé des gens, formé des gens qui seront souvent les plus engagés au début, ça sera sur un périmètre d'action qui est un périmètre d'action légitime. C'est-à-dire, moi je l'ai beaucoup fait sur RH, mais c'est du domaine de la RH de travailler au maintien de sa marque employeur. Et ça ne dépend pas du fait qu'en haut, un dirigeant, une dirigeante ait dit on va avoir une stratégie RSE ambitieuse ou pas. C'est dans son quotidien. Le climat rentre un peu partout. Et donc, on arrive sur des périmètres qui sont de l'ordre de la direction marketing, la direction de la communication, quel que soit ce que fait la boîte. Et du coup, ça permet des stratégies d'entrisme, si tu me permets l'expression, qui sont rigolos. C'est-à-dire, si je suis un marketeur très engagé, c'est plus facile de parler du marketing de la boîte que de parler de ce que fait la boîte, parce qu'au bout d'un moment, sa production, où est-ce qu'elle source et tout, c'est moins un métier sur lequel j'ai un pilier. Donc je pense qu'il y a une occasion pour des gens dans les entreprises qui ont envie d'aller plus loin, de tirer ce fil et de dire d'accord, mais moi sur quoi je suis hyper légitime dans mon métier pour faire bouger le truc. Et embarquer le reste de l'équipe, parce qu'en fait, souvent, au market, pour moi, c'est vraiment le cœur de la boîte, parce que le principe même de l'offre et des produits ou de services que tu proposes, ça commence au marketing. Puis après, tu as besoin de la R&D, tu as besoin de la prod, tu as besoin du commerce et de toutes les fonctions support. Mais c'est justement là où on a ce lien facile avec l'ensemble des départements de l'entreprise et on peut faire aussi bouger les lignes. Plus que peut-être les RH qui ont une autre vision. Qui va être complémentaire. Je dis pas on a besoin de tout le monde, mais en tout cas, moi je le voyais, c'était aussi plus facile dans ma boîte avant de faire bouger les choses parce que on avait cette fonction-là, market et la com. La vérité, c'est que je pense que tu peux prendre quasiment chaque métier et dire qu'il est fondamental. C'est-à-dire, tu arrives dans des métiers agroalimentaires, les acheteurs vont te dire mais attends, on est le cœur du réacteur et c'est par nous que le changement climatique va arriver et qu'on va avoir du mal à sourcer et machin. Les financiers vont te dire mais en fait il faut mettre de l'argent sur la tonne de carbone et la traquer est incroyable et comme je suis la finance je vois tout passer. Les RH vont te dire à raison j'ai la main sur les collaborateurs, ou en tout cas c'est moi qui gère le fait qu'il y ait des gens dans cette boîte et si demain il y en a plus ou s'ils sont ont bien du mal formés, s'ils ont les bonnes compétences. Donc en fait on peut tirer un fil par chaque métier et le marketing a raison, dira mais moi je suis le point de contact entre tout ce que vous faites d'un point de vue fabrication et le client final et s'il n'y a plus de client final qui s'articule à ma proposition de valeur, alors vous avez un malin avec votre boîte qui tourne sans client. Donc en fait chaque métier, et c'est ça qui est assez fascinant, peut prendre le truc et peut le prendre sur des enjeux de légitimité. Donc je pense que voilà, on entre dans un moment où il faut ceux qui sont dans l'entreprise sont engagés et ont envie de rester dans l'entreprise, et c'est pas évident. Les bifurqueurs ont aussi leur rôle à jouer et envoient un signal très fort à la société. Mais ceux qui décident de ne pas bifurquer et de rester dans l'entreprise, faut les équiper, faut leur donner des moyens, il faut les faire monter en compétences pour pouvoir, dans des métiers qu'ils connaissent déjà, prendre les bonnes actions et au bon rythme. J'adore quand tu es engagé comme ça, investi de discours. Ouais, il y a je le pense vraiment. C'est-à-dire, il y a des choses vraiment chouettes à faire quand on voit des gens dans les boîtes qui ont envie de bouger. Et du coup, il y a aussi plein de pessimisme. Et ça, j'ai pas mal de soirées où je me dis aussi, on a quand même un gros problème. Et comme on freine pas, on est en train de rentrer dans une zone franchement dangereuse. En tout cas, on freine pas assez vite. Mais ouais, il y a de l'optimisme à voir des gens qui ont envie de faire des choses dans les boîtes, bien sûr. Ouais, ça fait du bien. Alors, si j'attaque ma séquence classique invitée, le nom de mon podcast s'appelle Marqueur. Tu l'as utilisé à plein de reprises pendant l'épisode. Je ne sais pas si c'était induit au niveau du cerveau. J'ai fait marqueur avec un Q, effectivement. Exactement, mais c'est souvent ça. C'est aussi parce que pour moi, le marqueur, le marketing durable est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Donc en fait, tu pars un peu là-dessus. Est-ce que ça t'inspire d'autres choses ? Si on tire sur cet enjeu de marqueur MARQER, je pense qu'un des concepts clés à avoir en tête, c'est qui est à la mode en ce moment, mais c'est cette fameuse logique de fenêtre d'Overton, c'est-à-dire ouvrir le périmètre de l'acceptable. Alors on le fait parfois sur l'acceptabilité d'un certain nombre d'opinions extrêmes politiques. On peut le faire aussi sur ce qui est normal dans l'entreprise. Et je pense que élargir, par exemple, quelqu'un qui a
créé un certain nombre de marqueurs forts dans l'entreprise qui existaient moins avant, c'est Timothée Paric sur les sujets de la décroissance avec ralentir ou périr. Et donc, en fait, se poser quelque chose, qui peut être un marqueur, qui peut être un jalon, tu l'appelles comme tu veux, mais qui était de dire, voilà, je vais vous poser 2-3 constats qui sont la synthèse de recherches qui existaient déjà, mais je l'ai rendu clair, je l'ai rendu simple et j'ai rendu le thème acceptable. Je pense que voilà, il y a une pensée quasi politique, et à nouveau, je parle de ça au sens noble du terme de recherche de majorité, entre guillemets, qui est comment j'ouvre des chemins, je mets un marqueur, je mets un drapeau, et les autres pourront repartir de ça. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et sur lequel on peut chercher des inspirations. On peut creuser le sujet. Est-ce que tu as un éco-geste que tu aimerais partager, que tu fais toi en pro, que tu fais en perso? Là, on est sur un beau plateau en open space. Ouais, moi, il y a un truc, alors je n'ai pas d'action chez eux, donc je le fais de manière naturelle, mais qui a changé ma vie. Moi, j'ai des vieux radiateurs électriques vieux, et donc pas programmables. Et j'avais déjà vu qu'on pouvait faire des choses très bien quand on avait une centrale au gaz, mais bon, du coup, on a une centrale au gaz, mais que c'était plus dur. Et en fait, il y a une boîte qui s'appelle Tico, T-I-K-O, où ils viennent chez vous, ils installent à côté de vos radiateurs des petits systèmes connectés avec un petit thermomètre chez vous, qui vous permettent sur une appli de programmer le truc, ce qui fait que vous dites, bah voilà, en semaine, quand je pars de chez moi à 9h, ça baisse, et puis ça remonte à 19h. Moi, ça m'a fait 30 ou 40% sur 2 hivers à peu près comparables en termes de température. C'est énorme. Bah oui, parce que je le faisais pas bien, en fait. Je baissais pas, j'étais un idiot, hein, mais je baissais pas trop en partant, parce qu'en plein hiver, revenir, ça m'embêtait et tout. Et c'est gratuit. Et en fait, ils viennent vous l'installer, et la manière dont ils se rémunèrent, c'est qu'en échange de ça, ils commercialisent à RTE, ce qu'on appelle un droit d'effacement, c'est-à-dire que si le système électrique est sous pression lourde, vous acceptez qu'il baisse la température cible d'1 degré. Chose que si vraiment vous n'appréciez pas le sujet, vous pourrez tout à fait remettre dans le même coup. Vous étiez à 20, ils vont mettre à 19, vous remettrez à 20, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez passer outre. Mais en attendant, le fait sur un grand nombre de gens d'être capable comme ça de soulager le système à un instant T, ça se commercialise, et c'est comme ça qu'ils financent le fait de venir vous installer les dispositifs. Donc moi, dans les trucs récents qui ont un peu changé ma consommation de manière assez massive et qui sont gratuits, et moins lourd que de la rénovation énergétique, il y a ça. Eh ben écoute, je connaissais pas. PIKO, moi, après, c'est je très suis bien. en tout électrique et pareil, programmable, avec la pompe à chaleur. Donc, du coup, ça limite aussi cet axe-là. Est-ce que tu as une idée d'invité que tu aimerais que je puisse convier à un futur épisode, tu vois, pour parler marketing, communication, RSE au sens large, transition J'ai un duo et tu pourras choisir, mais on a parlé un peu d'Equimetrix, il se trouve qu'ils travaillent là-bas. Le premier, c'est Théo Alves et Lou Green qui ont créé une asso qui s'appelle Data for Good. Et donc, ils mettent elle travaille chez Carbon 4 Finance. Donc, c'est deux spécialistes de la donnée et qui, en parallèle de leur métier, mettent à dispo dans le cadre de l'asso leur capacité à faire de l'analyse de données pour des ONG, des journalistes qui veulent bosser sur une enquête. Là, ils sont derrière notamment la grosse enquête qu'a sorti Le Monde sur l'impact écologique du saumon d'élevage. Voilà, et ils font ça, et donc ils font des appels à projets en disant voilà, nous on sait faire de la donnée, dites-nous sur quoi on pourrait aider, et puis après ils filent, donc c'est eux et puis évidemment tous les membres de l'asso derrière. Et évidemment les sujets de données sont jamais très loin des sujets de marketing, et donc il y a probablement des choses à faire, mais en tout cas je trouve voilà, ces deux figures importantes de la transition à Paris qui sont hyper engagées dans leur métier, qui sont par ailleurs très sympas, donc je serais toi, je les inviterais. Ok, cool, merci. Et alors, pour le mot de la fin, j'aimerais te dire si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? C'est une très bonne question. Parce que je trouve que le risque de cette question, c'est de répondre sur un sujet extrêmement climat, en disant, bon, on peut tout imaginer, on pourrait avoir une source d'énergie propre ou tout ça, et le risque de ça, c'est ce que Aurélien Barraud, l'astrophysicien, symbolise assez bien en disant, le jour où on aura tout décarboné, on détruira l'Amazonie à coup de pelleteuse. Moi, en ce moment, le sujet qui m'obsède un peu, et on va voir dans les années qui viennent, c'est la forêt. Donc, c'est la capacité de nos sols et de nos forêts à absorber du carbone. Et il y a des endroits... on a fait une très mauvaise année en captation de carbone en 2023. C'est des choses qui arrivent, on fait des mauvaises années. Mais on parle là on a capté 2 milliards avec les forêts et le sol. Et donc, pardon, c'est une très longue réponse à la question de baguette magique. Mais puisque vous m'avez fait l'amitié d'écouter jusque-là, je vous garde encore 2 minutes. Alors qu'on parle plutôt de 10 milliards de tonnes sur une année normale. Donc, c'est déjà arrivé d'avoir de très mauvaises années. C'est dû à soit un peu plus de déforestation, soit des gros feux de forêt, soit des choses comme ça. Donc, on va voir l'année prochaine. En revanche, on sait que le changement climatique met ces écosystèmes naturels sous pression. Et comme je crois qu'on peine à avoir conscience d'à quel point ils sont importants, enfin 10 milliards de tonnes, c'est à peu près, on émet 55 milliards de tonnes. Donc,
c'est beaucoup. Donc, je trouverais bien une solution magique pour se dire, on se crée un nouveau... On prend soin de la forêt. Ouais, on prend soin de la forêt et on arrive à se rendre compte d'à quel point on en dépend. Enfin, il y a un côté presque un peu, quelque part, entre Pocahontas et Avatar, si tu veux, mais qui est de se dire, putain, on a vraiment besoin de ces écosystèmes-là. Et quand ils se dégradent vite. Et donc, faut pas non plus tomber dans un truc qui est de dire laissons-les vivre et enfin, voilà, ça s'entretient aussi des forêts. Et il y a des exemples de pays qui en très peu de temps ont vu des forêts qui étaient capteuses nettes de carbone devenir émettrices nettes de carbone parce que leur santé se dégrade considérablement. Donc voilà, moi je pense c'est ma petite obsession du moment, mais c'est de se dire comment on réinvente quelque chose autour de la protection de ces espaces-là. Bien. Parfait. Ben, je vois ton obsession. J'essaye de visualiser le mix entre Pocahontas et ou Vaiana et non, Avatar. mais tu vois, il y avait ce truc de se dire, alors on l'a vachement incarné sur faut sauver l'arbre mère, le machin, mais alors, pas de peau pour vous, il n'y a pas d'arbre mère, quoi. L'enjeu, c'est il faut qu'il y en ait plein d'arbres, de plein d'espèces différentes dans plein d'endroits. Tous les arbres, un peu de partout. Voilà. D'où la végétalisation de l'urbanisation et des villes où... entre autres, et la préservation des grandes forêts qu'on a déjà et qui sont un enjeu majeur. Il y en a des privés, il y en a des publics. Enfin, c'est compliqué le vivant, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il faut des gens qui ont envie d'aller bosser là-dedans. Il faut des gens qui ont envie de les protéger. Il faut des scientifiques qui savent nous dire quoi planter aujourd'hui pour résister au climat de demain. Enfin, ça pose toutes ces questions-là. Donc, c'est malheureusement pas très baguette magique. Mais je pense qu'on a un truc à recréer. Et pour le coup, là, c'est un peu tarte à la crème. Mais les métiers du marketing et de la communication ont leur rôle à jouer aussi sur valoriser ces espaces-là comme des choses qu'on va devoir sauver à tout. Ok, eh ben, je vais rester sur ce tarte à la crème. Merci beaucoup, Antoine. Merci Diane. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.